L'aube se lève doucement sur la Garonne, drapant le fleuve d'une brume légère et mystérieuse. Les premiers rayons du soleil percent à travers cette écharpe cotonneuse, révélant les contours indistincts des toits et des mâts lointains. Des bruits sourds et réguliers s'élèvent du port, le chant lointain d'une ville qui s'éveille, un murmure d'activité à peine audible. C'est ici, sur les rives de ce fleuve majestueux, que nous allons remonter le temps, non pas pour explorer la Bordeaux que nous connaissons aujourd'hui, mais pour plonger au cœur de son passé glorieux, Bordeaux, au XVIIe siècle. Comment cette ville, aujourd'hui symbole d'élégance et de raffinement, se manifestait-elle à l'époque du Roi Soleil, un temps où la France rayonnait sur l'Europe et où le commerce maritime façonnait les destins? Le XVIIe siècle fut sans conteste un âge d'or pour Bordeaux, une période de prospérité inégalée qui a profondément marqué son urbanisme, son économie et sa culture. Au centre de cette effervescence, la Garonne s'impose comme l'artère vitale de la cité. Ce fleuve puissant n'était pas seulement une voie d'eau, mais le moteur de toute une économie, la porte d'entrée sur un monde en pleine expansion, un lien indissoluble entre l'océan Atlantique et l'arrière-pays viticole. Nous vous invitons à un voyage immersif et sensoriel. Une exploration des rues pavées, des quais animés et des monuments qui ont vu naître la grandeur bordelaise. Oubliez un instant les façades modernes et les enseignes lumineuses. Nous allons sonder les strates du temps pour révéler une histoire souvent méconnue, une cité vibrante dont l'écho résonne encore dans la Bordeaux contemporaine. Les vestiges du XVIIe siècle ne sont pas de simples reliques, ils sont les témoins silencieux d'une époque qui a forgé l'identité même de la ville, influençant son urbanisme, son art de vivre et son rayonnement international. Au cœur de cette prospérité se trouvaient les marchands et les négociants, véritables bâtisseurs de fortune. Leurs demeures somptueuses, leurs entrepôts regorgeant de marchandises exotiques racontent l'histoire d'hommes et de femmes audacieux qui ont su tirer parti des opportunités offertes par le commerce maritime. L'architecture de cette période est un livre ouvert sur leur succès. Le style classique, teinté d'influences locales, se manifeste à travers la pierre blonde de Bordeaux, conférant aux édifices une élégance intemporelle. Les matériaux nobles, les lignes épurées et les ornements discrets définissent une esthétique durable. La lumière, naturelle et changeante, jouait un rôle essentiel dans la perception de cette ville. Les brumes matinales de la Garonne, le soleil éclatant de midi sur les façades, les ombres allongées du crépuscule sculptaient le paysage urbain, lui donnant une atmosphère unique. La vie quotidienne, foisonnante et colorée, animait les rues et les quais. On y croisait des artisans affairés, des marins venus des quatre coins du monde, des porteurs de marchandises et des élégants se promenant le long des quais. C'est aussi à cette époque que le vin de Bordeaux a commencé à asseoir sa réputation mondiale. Le commerce viticole, en pleine expansion, a transformé la région, faisant de la ville un carrefour incontournable pour l'exportation de ce précieux nectar. Mais derrière cette richesse ostentatoire, une autre réalité existait, celle des contrastes sociaux. La fortune des uns côtoyait la vie plus modeste des artisans, des ouvriers portuaires et des habitants des quartiers populaires. Cette coexistence de l'opulence et de la simplicité est une caractéristique de cette époque. Le XVIIe siècle a légué à la Bordeaux d'aujourd'hui bien plus que des pierres. Il lui a transmis une culture du commerce, une tradition d'ouverture sur le monde et un patrimoine architectural qui continue de fasciner. Le cœur battant de Bordeaux au grand siècle se révélait dans son tracé urbain, une organisation méticuleuse qui définissait la vie de ses habitants. La ville était une entité vivante, divisée en quartiers distincts, chacun avec sa fonction et son identité propre. Les rues sinueuses du centre historique contrastaient avec les artères plus larges conçues pour le commerce. Les fortifications, vestiges d'un passé plus turbulent, encerclèrent la cité. Remparts massifs et portes imposantes ne servaient pas seulement à la défense contre d'éventuels assaillants. Ils contrôlaient également les flux de personnes et de marchandises, marquant symboliquement l'entrée dans un monde à part. Mais c'est le port qui incarnait véritablement l'âme de Bordeaux. Les quais grouillaient d'activité, un spectacle incessant de navires accostant ou appareillant, de marchandises déchargées et chargées.
Des barriques de vin aux épices exotiques, des textiles précieux aux produits manufacturés, tout transitait par cette artère vitale. Les marins, figures hautes en couleurs venues de tous les horizons, se mêlaient à la foule des travailleurs portuaires. Débardeurs aux bras musclés, tonneliers maniant leurs outils avec dextérité, charpentiers de marine redonnant vie aux coques des navires. C'était une mosaïque de professions, chacune essentielle à la prospérité de la ville. Leurs chants, leurs cris et le cliquetis incessant des outils formaient une symphonie urbaine inoubliable. Loin des quais, les marchés et les places publiques constituaient les véritables centres d'échange, non seulement commerciaux mais aussi sociaux. Ici, les nouvelles circulaient aussi vite que les denrées, les rumeurs se propageaient et les affaires se concluaient d'une poignée de main. C'étaient des lieux de rencontre où toutes les strates de la société bordelaise se côtoyaient. Des marchands prospères aux simples badauds. L'architecture religieuse, imposante et souvent millénaire, témoignait de l'importance spirituelle de la foi. Les églises et la majestueuse cathédrale Saint-André dominaient le paysage urbain, leurs clochers s'élançant vers le ciel, repères visuels et spirituels pour les habitants. À leur côté, les édifices civils affirmaient le pouvoir et l'administration de la ville. L'hôtel de ville, siège du pouvoir municipal, et le Parlement, garant de la justice, étaient des symboles tangibles de l'organisation sociale et politique de Bordeaux. Mais les joyaux architecturaux de cette époque étaient sans conteste les hôtels particuliers. Demeure des riches négociants, ces édifices somptueux reflétaient leur statut social et leur goût pour l'élégance. Façades ornées de sculptures délicates, intérieurs richement décorés, cours intérieures discrètes, chaque détail était conçu pour impressionner et affirmer une certaine grandeur. La pierre de Bordeaux, d'une blondeur chaleureuse, était le matériau de prédilection, complété par le bois pour les charpentes et le fer forgé pour les balcons et grilles, ajoutant une touche d'art et de robustesse. La vie nocturne, en l'absence d'éclairage urbain moderne, était une affaire de contraste. Les rues s'assombrissaient rapidement après le coucher du soleil, et seules les lanternes portées par les passants ou les torches éclairaient sporadiquement le chemin. Les transports étaient rudimentaires mais efficaces, charrettes grinçantes, transportant des marchandises, calèches élégantes pour les plus aisés et porteurs se frayant un chemin dans les rues étroites et souvent encombrées. L'eau et l'hygiène représentaient des défis constants. L'approvisionnement en eau se faisait principalement par les fontaines publiques et les conditions sanitaires étaient loin de nos standards actuels, avec les maladies qui en découlaient. Pourtant, la vie culturelle n'était pas en reste. Les théâtres offraient des divertissements, les salons accueillaient des discussions intellectuelles et les académies permettaient l'épanouissement des arts et des sciences. La diversité des populations de Bordeaux, des élites aux classes populaires, des riches négociants aux artisans étrangers, contribuaient à une effervescence culturelle unique. Les influences étrangères, apportées par les échanges commerciaux intenses, enrichissaient les mœurs et les coutumes locales, faisant de Bordeaux une ville véritablement cosmopolite, bien avant l'heure. Aujourd'hui, l'écho de ce passé lointain résonne encore avec force dans les rues de Bordeaux. Certaines artères ont conservé leur nom d'antan, des témoins topographiques silencieux d'une époque révolue. La rue Sainte-Catherine, par exemple, était déjà une artère majeure, grouillante d'activité. Et même si son visage a changé, son rôle de colonne vertébrale commerçante perdure. Les bâtiments préservés du XVIIe siècle, souvent intégrés harmonieusement dans des structures plus récentes, nous offrent des aperçus directs de cette période. Un hôtel particulier devenu banque, une ancienne demeure de négociants transformée en musée, ou encore des façades discrètes qui cachent des intérieurs somptueux. Ils sont les gardiens de cette mémoire architecturale. L'évolution de la ville est une superposition fascinante de styles. Les fondations solides du grand siècle ont servi de toile de fond aux embellissements du XVIIIe, aux transformations haussmanniennes du XIXe et aux modernisations du XXe. Chaque époque a ajouté sa couche, mais le XVIIe siècle reste une strate fondamentale, visible pour qui sait regarder. La Garonne, elle, est toujours là, majestueuse et omniprésente. Son rôle a profondément changé. Elle n'est plus le théâtre d'un ballet incessant de navires marchands.
mais elle demeure l'âme de la ville, un espace de promenade et de contemplation, reliant le passé au présent. Le commerce du vin, qui prenait son essor au XVIIe siècle avec l'exportation des barriques, est aujourd'hui devenu une industrie de renommée mondiale. Les bases posées par ces audacieux négociants ont jeté les fondations d'une prospérité viticole inégalée, faisant de Bordeaux la capitale mondiale du vin. La mémoire de personnages illustres comme Montesquieu, né en 1689 à la Brède près de Bordeaux, et d'autres figures marquantes de l'époque continuent d'inspirer et de façonner l'identité intellectuelle de la région. Leurs idées et leurs écrits sont le reflet d'une époque où Bordeaux était un foyer de pensée et de commerce. L'impact de ce siècle sur l'économie moderne de Bordeaux est indéniable. Les infrastructures portuaires développées, les réseaux commerciaux établis et la réputation de qualité des produits bordelais ont créé un terreau fertile pour la croissance future. Sans le dynamisme et l'ambition de cette période, la ville n'aurait sans doute pas atteint sa stature actuelle. Les musées et les archives bordelaises sont de véritables trésors, conservant précieusement les traces matérielles et écrites de cette époque. Ils sont les gardiens de l'histoire, permettant aux générations futures de se connecter avec leurs ancêtres. La gastronomie locale, avec ses saveurs riches et ses traditions ancrées, trouve peut-être aussi ses racines dans l'opulence du XVIIe siècle, où l'abondance des produits du terroir et l'ouverture sur le monde via le port ont favorisé une cuisine inventive et généreuse. Ce passé commun forge un sentiment d'appartenance fort chez les Bordelais. L'histoire n'est pas seulement une suite d'événements, elle est une part vivante de leur identité collective. La préservation du patrimoine est aujourd'hui une priorité. Des efforts considérables sont déployés pour protéger et valoriser les vestiges de ce grand siècle, assurant que ces pierres continueront de raconter leur histoire. C'est une réflexion sur le temps qui passe, sur la permanence des lieux malgré les changements. Les façades patinées par les siècles nous rappellent que nous ne sommes que des passeurs et que la beauté intemporelle de l'esthétique du XVIIe siècle continue de charmer et d'inspirer. Nous vous invitons, vous spectateurs, à une découverte personnelle de Bordeaux. Osez lever les yeux, chercher les détails cachés, imaginez le tumulte des quais, le faste des hôtels particuliers, le murmure des conversations dans les salons. Laissez-vous transporter par l'esprit du XVIIe siècle qui imprègne encore chaque ruelle, chaque place. Bordeaux est une ville où le passé et le présent se superposent harmonieusement. Un livre d'histoire à ciel ouvert attendant d'être lu.